Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur obsession pour la Gen Z, fatalité ou opportunité. Moi je m'appelle Lynn, je suis basée à Bruxelles et je suis consultante, formatrice, stratégiste sur les questions de genre, de discrimination, de sécurité, plus largement des conditions de travail dans la musique. Et aujourd'hui je suis accompagnée d'un panel incroyable. Je vous propose de vous présenter chacune. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, parfait, super. Donc moi je m'appelle Daniel Findiquian. Je viens là parce que je suis créateur et directeur d'une école qui s'appelle EMIC, École de Management des Industries Créatives. On forme des jeunes, donc entre 21 et 28 ans, au métier de la musique, du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Voilà. Et j'ai fait toute ma carrière dans la musique. J'ai longtemps travaillé dans les labels, chez Universal, chez Sony Music, chez EMI. Et les dernières années, j'étais patron du digital chez EMI, musique. Et j'ai créé l'école il y a 8 ans. Voilà. Nice. Emma? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Emma Domas. Je suis artiste. Alors, ça, c'était pas prévu. Et ça, oui, ça y est, c'est bon, ça marche. Ok, donc je suis artiste. J'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai commencé dans l'industrie musicale à 18 ans avec un télécrochet qui s'appelle la Star Academy. J'ai passé 10 ans dans l'industrie, on va dire, des majors. Et depuis maintenant... on m'entend toujours? Ok. Depuis maintenant 12 ans, je navigue plutôt en indépendante et j'ai reconstruit un système et un modèle, j'ai envie de dire, en accord avec mes valeurs et je serais ravie d'en parler tout à l'heure. On a hâte. Karim. Moi, c'est Karim Eshouaibi, je suis directeur artistique. Je travaille avec toutes les maisons de disques et surtout les artistes, c'est le nerf de la guerre. Et si je suis là, justement, c'est parce que je travaille avec beaucoup de jeunes artistes, des plus vieux, mais aussi beaucoup de jeunes. Et c'est là-dessus, pour ça qu'on m'a fait venir concrètement, puisque je suis en prise directe avec l'actualité. Bonjour, alors moi je suis Lola Levent, je suis directrice artistique et qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Et je suis aussi poète et chercheuse, c'est un peu exagéré je pense, mais je cherche des choses. En ce moment à l'université, j'ai repris mes études et historiquement je suis la fondatrice de Diva qui était une agence de management et de production dédiée aux carrières des femmes et des personnes non binaires. Et j'aimerais dire aussi, comme on est sur une thématique quand même qui est liée aux carrières et au travail, que j'ai une autre casquette. Je travaille avec les enfants dans un collège, je fais de l'aide aux devoirs. Voilà, je pense que c'est important pour comprendre un peu ce qu'on va dire par la suite. Le service technique court. On remercie. Est-ce qu'on peut applaudir les techniciens du MAMA, s'il vous plaît, les techniciennes? C'est la cachotière. Merci. Trop bien. C'était donc ça. Ok, c'était ça. Magnifique. Donc pourquoi est-ce qu'on est là ici? Tout d'abord, j'aimerais bien ancrer l'idée qu'on a tous des identités sociales, que ce soit notre âge, notre genre, la race dans laquelle on nous assigne. Et en fait, nos identités sociales, c'est pas un manteau qu'on laisse à la porte de l'industrie. C'est-à-dire que nos identités, elles nous accompagnent partout où on va dans l'industrie. Et donc ici, on va parler de nos âges, des contextes dans lesquels on a évolué dans la musique. Donc, il est aussi important de nommer que dans ce panel, il y a malheureusement personne de la Gen Z. Et donc, en fait, on va vraiment se focaliser sur l'évolution du secteur et l'accueil des Gen Z. Et on va discuter autour de 3 thématiques. D'abord, le contexte socio-économique et l'accès au secteur. On parlera ensuite de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et on finira par parler de valeurs et d'éthique au travail. Alors, je vais commencer un petit peu chaque catégorie en vous challengeant un petit peu avec des stéréotypes qu'on entend beaucoup dans la musique. On entend souvent quand on cherche, on trouve. Alors, quand on cherche un travail, quand on cherche une info, quand on cherche une date, on finit toujours par trouver. Quand on cherche un métier, on finit toujours par trouver. Et donc, à cette première idée reçue, j'aimerais bien apporter la notion qu'en fait, la génération
génération, la Gen Z et la Gen Y, donc les millénials dans lesquels je fais partie aussi, on est historiquement la génération la plus pauvre à travers tous les pays, principalement, en tout cas tous les statistiques des pays d'Occident. Donc la moitié des personnes qui vont au Resto du Cœur en France, c'est des personnes qui ont moins de 25 ans. Donc voilà, donc le contexte économique dans lequel on se trouve, qu'est-ce que vous pensez actuellement de cette phrase « quand on cherche, on trouve » ? Que oui, effectivement, alors on peut trouver, mais alors il faut se lever tôt, quoi. C'est beaucoup de travail et ça va peut-être aussi avec l'idée que on a des métiers passion, donc en fait on a de la chance. Et c'est vrai, on a de la chance, mais aujourd'hui sa chance il faut la créer aussi. Et c'est tout un tas de choses qui vont nous aider à créer nos chances, mais c'est le travail, c'est les bonnes rencontres, c'est la bonne vision, c'est le match entre sa vision, les rencontres et l'air du temps. En fait, c'est beaucoup de travail et c'est pour ça que tout le monde n'y arrive pas. Moi, je serais un peu plus précis là-dessus, parce qu'en fait, la pratique, c'est que cette expression, elle s'applique à tout et n'importe quoi, par rapport à un secteur quand même qui est un secteur privilégié, avec on va pas se mentir, mais c'est par le genre souvent qu'il faut définir ça, parce que déjà on imagine souvent le secteur comme un tout unique, alors qu'en fait il y a le rap, il y a plein de genres musicaux, et c'est souvent les changements sont liés à ça, c'est-à-dire que par exemple sur le rap, en gros, on peut pas parler de gens privilégiés en règle générale. Par contre sur la variété, généralement on est plus CSP+. Donc je ne peux pas vous répondre du tac au tac en vous disant bah oui, non, c'est au cas par cas. Après, ce qui est très intéressant, c'est que, je ne vais pas vous mentir, je pense de plus en plus que les artistes, pour démarrer, n'ont pas forcément besoin de nous. C'est qu'après, pour accélérer, ils ont besoin de nous, en tout cas du secteur. Et c'est toute la complexité, c'est-à-dire que c'est pas qu'on trouve pas, c'est que c'est en fait on trouve, mais on trouve pas forcément ce qu'on a envie de trouver. Et surtout, on a une proposition qui est multiple, donc c'est dur de se définir aujourd'hui quand on est jeune par rapport à une possibilité avec autant de liberté et paradoxalement avec autant d'injonctions aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à mes artistes, maintenant, vous avez la liberté de tout faire, mais est-ce que vous devez tout faire ? C'est à vous de choisir. C'est pas à nous de choisir pour vous. Avant, c'était beaucoup plus simple. Moi, je recevais un artiste dans mon bureau, c'est moi qui décidais de tout. Pourquoi ? Parce que j'avais une expérience lié à un savoir-faire, lié à un secteur d'activité, on se connaissait entre nous, on savait, je faisais de la musique pour les radios, je faisais de la musique pour des gens précisément. Maintenant, c'est le rapport artiste-public n'est pas du tout le même en fait. Donc moi, je reviens juste à cette notion, quand on parle de Gen Z, je ne me permettrai pas de parler pour toute la Gen Z, je parlerai juste pour la génération artiste que je connais. Et le problème, c'est qu'elle-même n'est pas uniforme. Quand je reçois un jeune rappeur, c'est pas la même chose que quand je reçois un jeune chanteur de variété française. Voilà. Ou même un artiste de musique électronique. Moi, je veux bien répondre par rapport à la question de la recherche du travail dans notre secteur. Donc moi, je suis milléniale, mais je pense que notre point commun avec la Gen Z, c'est qu'on cherche longtemps, trop longtemps, et on trouve, mais on trouve, c'est un peu ce que tu disais, Karim, c'est qu'on trouve pas forcément chaussures à notre pied. Et c'est souvent, je pense que c'est pas une exagération de dire qu'on trouve souvent des emplois, c'est déjà un bien grand mot, qui sont en dessous de nos compétences. On fait des études parfois longues et complexes. Donc là, moi, j'ai 30 ans, je viens de reprendre mes études. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. J'ai déjà un master. Et bon, je reprends aussi parce que je suis un rat de bibliothèque. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels qui arrivent dans l'industrie de la musique et qui pourraient prendre des postes et qui se retrouvent en alternance, qui se retrouvent en stage, qui multiplient les stages et qui sont surcompétents ou mal formés aussi. Ça arrive. Donc il y a une inadéquation, je pense, qui fait que, en tout cas pour parler des professionnels, juste sur ce point, je parlerai moins que de liberté, que d'une certaine injonction à multiplier aussi les casquettes, surtout pour les personnes minorisées, pour pouvoir payer le loyer notamment. Et donc j'ai l'impression, je voudrais juste commencer en disant que je pense aussi que le statut qu'on définit un peu maintenant comme slasher, il n'est pas toujours choisi.
Parfois, c'est aussi par nécessité et parce qu'on a des compétences, on ne sait pas quoi en faire, et aussi parce que on accumule les missions pour se nourrir, etc. Moi, je veux juste témoigner pour les étudiants qu'on forme. Et je rejoindrai ce qu'a dit Emma. En fait, c'est compliqué, mais il faut être accompagné. Et c'est ce qu'on essaye de faire à l'EMIC. Donc, nous, on est assez fiers du résultat, puisque 90% de nos étudiants trouvent un job. Alors, un job, c'est un CDD, c'est un CDI, c'est aussi du freelance. Mais chez nous, c'est plutôt par choix. Par choix d'une liberté, de pouvoir choisir ses clients, d'une liberté géographique et temporelle. Mais ça nécessite d'être accompagné. Donc on a mis en place des ateliers, des coachs qui permettent de définir un projet professionnel et d'accompagner les étudiants. Donc, voilà. Et ça m'intéresse, Daniel, justement, toi qui vois passer plein de générations différentes de futurs professionnels dans la musique, est-ce que tu vois un petit peu une évolution entre les demandes, les attentes des futurs professionnels ? Oui, en fait, ils demandent des étudiants et des jeunes polyvalents. Et donc, ça a changé. Et qui soit peut-être polyvalent, qui puisse s'adapter à un changement rapide. Les choses évoluent rapidement, donc passer rapidement des compétences en label, des compétences en édition, des compétences spectacle vivant, passer de l'un à l'autre assez rapidement. Je pense que c'est le grand changement. Voilà. Après, il y a un mouvement de fond qui demeure. C'est que nos jeunes, enfin ceux qu'on voit à l'EMIC, sont passionnés. Et ça, et ils sont quand même très motivés. Donc il y a beaucoup d'énergie. Ça demeure. Et nous, on a fait une étude sur tous nos étudiants et tous nos alumni, donc 800 personnes, donc ça commence à être un peu représentatif. Et j'ai devant moi les chiffres, parce que je ne me souviens plus des chiffres par cœur, mais 75% de ceux qui ont répondu ont déclaré faire ce métier pour un épanouissement personnel. Et si on le compare à la même catégorie de personnes sur l'ensemble de la population française, on tombe à 40%. Qui considèrent le travail comme un épanouissement, versus 75% de nos étudiants qui considèrent le travail dans la musique comme un épanouissement. Voilà. Donc ça rend positif. Ouais, mais moi ce que je constate, ce qui est marrant, c'est qu'en fait ce que vous dites tous les deux, c'est que en fait côté prod comme côté artiste, on est obligé maintenant de déployer, d'être totalement multi-casquette. Moi, j'interviens aussi aujourd'hui dans certains centres de formation où je vois qu'aujourd'hui les artistes émergents, non seulement on leur apprend, on leur fait le classique. Moi j'anime des ateliers d'écriture, mais voilà, écriture, composition, production, coaching scénique et compagnie. Mais aujourd'hui, il y a des notions de management, il y a des notions juridiques, il y a des notions de marketing. En fait, on apprend aux artistes aujourd'hui à être complètement multicasquettes pour que, en fait, oui, alors c'est sûr ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, au départ, ils doivent se former à être artistes-producteurs. Et puis quand ils ont lancé leur projet et qu'ils ont les notions de base, après l'industrie arrive derrière et soutient ça. Et avec un peu de chance, ça marche, quoi. C'est hyper intéressant les chiffres que tu pointes, parce que du coup ça m'amène vers l'autre thématique que j'ai envie de discuter avec vous sur du coup si on fait ce métier par passion, comment est-ce qu'on gère un petit peu l'équilibre vie pro, vie perso. Alors récemment j'étais là il y a 2 semaines au Festival francophone et je parlais avec une pro qui me dit moi en 10 ans j'ai pris 2 mois de vacances. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier ? Est-ce que vous voyez une évolution justement dans les jeunes pros que vous accompagnez ou dans votre manière d'appréhender le travail ? Est-ce que ça a changé, cette notion-là ? Alors, effectivement, il y a, ils viennent chez nous et ils font ces métiers-là par passion. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ils sont totalement engagés, contrairement à des clichés répandus dans certains médias. Ouais, les jeunes ne veulent plus travailler. En fait, moi, ce que je constate, c'est pas du tout le cas. Mais pas à n'importe quel prix. Et donc, on parle beaucoup de conditions de travail, etc. Et dans nos stats, là encore, je me souviens plus des chiffres par cœur, mais 57% disent qu'ils sont prêts à quitter le secteur à cause des conditions de travail.
le résumé, c'est génial, on est là par passion, on est hyper motivé, mais pas à n'importe quel prix. Je pense que ça diffère de ma génération, où c'était un peu différent. Bah, moi, j'ai envie de te dire, en tant qu'artiste indé et maman de 2 enfants, c'est quoi des vacances, quoi? Mais oui, j'avais vu passer une de tes vidéos où tu expliquais qu'à la Starac, tu avais fait genre 96 dates en 4 mois. Ouais, alors en plus, c'était un autre contexte économique, etc. Ouais. Hein, mais c'était le moment. Moi, j'ai connu justement ce moment de bascule. Parce que quand j'ai démarré en 2002, l'industrie, voilà, il y avait beaucoup de moyens, il y avait beaucoup de visibilité. Les prime time de la Starac, c'était 15 millions de téléspectateurs. Donc voilà, on a fait 97 dates de tournée en 4 mois. Ok, une. Voilà. Et je crois qu'on était les plus gros après Claude François. Plus grosse tournée. Mais voilà, mais ça effectivement ça existe plus, quoi. Mais clairement c'était un modèle, un système qui faisait que quand quelque chose marchait, bah il faut y aller, on surfe sur la vague, on a enchaîné. Mais là je les vois, les mômes de la Starac aussi maintenant, ils font exactement la même chose. Ils enchaînent parce que faut surfer sur la vague. Et c'est vrai que on nous offre une vitrine qui est tellement extraordinaire, exceptionnelle qu'il ne faut pas s'en priver. Mais pareil, à quel prix? C'est-à-dire, non seulement il y a la santé, mais aussi stratégiquement, c'est quoi proposer aujourd'hui de la nouveauté? C'est pas juste proposer de la fraîcheur parce que ça marche, parce qu'il y a de la visibilité. C'est proposer quelque chose qui fait sens. C'est proposer quelque chose qui a de la profondeur, qui a un minimum de maturité. La fraîcheur, c'est super, tout le monde ne jure que par la nouveauté, mais il faut lui laisser le temps aussi, à un moment donné, de s'ancrer, de s'incarner dans un message, dans une musique, dans quelque chose qui fait sens. Et quand on vient de sortir d'un truc où il y a 3 mois et demi de télé, et puis derrière 4 mois de tournée, on n'est plus ancré. Donc il faut prendre le temps. Et c'est vrai que ce temps-là, à l'époque, voilà, on ne l'avait pas trop. J'ai l'impression qu'ils ne l'ont pas trop non plus. Je pense que les artistes doivent se réapproprier aussi un peu leur temps de création, que c'est important de le comprendre. Mais c'est lié à ce que Daniel disait de pas à n'importe quel prix. De réussir à pas n'importe quel prix. On voit avec récemment l'arrêt Stromae ou Lola Young qui justement ont mis en pause leur carrière parce que grosse tournée, succès mondial et derrière difficile de suivre mentalement, psychologiquement. Karim, Lola, vous qui travaillez plus dans les équipes justement Ce qu'on voit pas souvent, on désigne la maison de disques ou le système comme un monstre sans fin. C'est beaucoup plus complexe que ça. Avicii, par exemple, le documentaire avait aussi bien résumé les choses. C'est quand toute une industrie se met autour d'un seul projet et d'un même projet, c'est très compliqué de s'arrêter. Par exemple, Avicii, c'était ça aussi le problème, c'est que s'il s'arrêtait, c'était des tas de gens sur le carreau qui ne pouvaient plus travailler, qui étaient au chômage. Et c'est ça la complexité de notre époque, c'est-à-dire que pas n'importe quel prix, mais moi je le dis souvent à mes équipes, si tu veux faire du rap, tu prends les emmerdes qui vont avec. Parce que c'est cool de dire à tes potes que tu t'occupes de tel rappeur, mais les rappeurs, eux, c'est leur vie. Et souvent, on en revient encore à ce truc social et lutte des classes. C'est-à-dire que, comme je vous disais, moi, la plupart des rappeurs qui rentrent dans mon bureau, ils ont commencé à travailler très jeunes. Ils ont fait des boulots de livreurs, ils sont très peu à avoir fait des études. Donc, eux, ils ont un rapport au travail qui n'est pas du tout le même qu'un jeune étudiant qui, lui, est beaucoup plus bohème. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ça qu'il faut mettre en place. Donc, quand on dit à n'importe quel prix, c'est compliqué parce que même notre secteur, il est basé là-dessus. Regardez, les sorties, c'est le vendredi. Il y a un problème technique. Mon équipe ne peut pas me dire « Ah non, moi le samedi, je ne travaille pas en fait ». On doit résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est pas nous, c'est le système qui est construit comme ça. Et comme tu disais, c'est des métiers passion. Donc les métiers passion, ça ne peut pas être un métier que tu dis « je stoppe ». Et c'est toute la complexité. Comme tu disais, c'est être maman, c'est tout ça. Et en plus, on a un autre sujet, c'est que tout le monde imagine que c'est le secteur qui est comme ça, mais c'est aussi le public qui est violent. Je suis désolé. Quand on parlait justement des gens de la Starac, que toi, tu as connu, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout ça. Maintenant, vous rentrez dans ce type de programme, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous détestent, c'est frontal, c'est direct. Avant, il y avait juste la presse pour avoir ce genre de violence. Maintenant, sur les réseaux sociaux, c'est direct. Et c'est ça qui est le paradoxe de cette génération, c'est qu'elle demande beaucoup de bienveillance et en même temps, elle ne la pratique pas tant que ça, cette bienveillance. Moi, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que il faut la garder, mais elle n'est pas dans l'écoute, elle n'est pas dans le pardon, elle exige beaucoup. On en revient à ces questions d'injonction.
elle demande tout de suite à un artiste de se positionner, comme tu disais. Quand on a 20 ans, se positionner, se raconter sur les réseaux sociaux, on a le droit aux erreurs, on a le droit de faire plein de choses en fait. Et c'est compliqué, nous on doit les manager. Et c'est là où tu as raison sur un point. Moi, de par mon secteur, on est de plus en plus au fait, on parle souvent de santé mentale. On n'a pas encore trouvé les solutions, mais c'est des vrais sujets qui reviennent régulièrement. Parce qu'en plus, le travail, comme on disait tout à l'heure, a énormément changé. C'est-à-dire qu'être artiste, c'est pas seulement faire de la musique, c'est communiquer sur les réseaux sociaux, c'est défendre sa musique. Et avant, c'était pas la même chose. Moi, je signais un artiste, on lui disait fais la musique, nous on va faire l'image, on va faire ça. Maintenant, on lui demande d'être proactif sur tous les domaines. Et en Stromae, par exemple, on en parle. On va pas se mentir, c'est qu'il est d'une certaine manière et d'une manière très noble contre le fric. C'est-à-dire qu'il était complètement son projet, c'est son projet, du début à la fin. Sauf qu'à un moment, c'est pas faisable. Il faut s'entourer, lâcher prise, mais certains artistes n'en sont pas capables. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, un genre de double discours entre le privilège de prendre le temps, et justement, comme tu dis, de ne pas être dans des mécanismes de survie, et de l'autre côté, à la fois l'industrie et les gens qui la composent, qui ont des exigences, et le public qui a aussi une autre temporalité, et le nouveau public qui a aussi, avec un manque d'éducation aux médias, mais bon, ça, il y avait sûrement plein de panels aussi qui en parlaient. Lola, qu'est-ce que toi tu vois là où tu es? Alors, plusieurs choses, mais j'aimerais juste revenir sur un mot qui a été utilisé avant d'oublier, c'est le mot chance. Moi, je serais un peu plus mesurée sur ce mot. Je pense qu'il n'y a pas que le facteur chance. Je ne sais même pas si on peut le mesurer, celui-là. Je pense que pour être un artiste aussi qui est soit repéré par l'algorithme, soit par les labels, il y a aussi un facteur de race, de genre, de classe sociale, et idem pour les écoles. Faire une école comme la tienne, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc oui, c'est un épanouissement personnel. C'est des étudiants qui ont beaucoup de chance, au sens où ils ont des privilèges, même si évidemment il y a des bourses. On a une bourse. Voilà, exactement. Mais voilà, juste garder ça en tête. Sur la question de la vie pro et de la vie perso, moi, ça fait un petit moment que j'évolue dans le secteur musical. Je trouve cette dichotomie questionnable. Je pense qu'on est un des secteurs qui a le plus déformé ce que ça voulait dire vie professionnelle et vie personnelle. Personnellement, je ne sais pas trop à quoi ça rime, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, autant il y a des couples qui ont des maisons de disques, autant... quand on nous demande d'aller à des concerts après le taf, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, tout ça est en fait... Enfin, ce sont des mots qu'on utilise très souvent. Néanmoins, qu'est-ce qu'ils recouvrent ? Ils recouvrent un sujet majeur dans la musique qui est, en effet, où est la limite du travail ? Et justement, quel est ce petit jeu de copinage entre la passion et le travail. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un travail ? Enfin, une alternance, est-ce que c'est un travail ? Tout le travail bénévole que j'ai fait avant qu'on me propose un job en maison de disque, est-ce que c'était du travail ? Comment ça joue sur mon CV ? Qu'est-ce qu'un CV ? Bon, bref, vous avez compris le délire. Non, mais, mais justement, je pense que c'est ce genre de questions qu'on se pose aujourd'hui quand on entre dans le secteur, que peut-être, je ne sais pas si vous étiez déjà confronté à ce genre de réflexion, justement, sur d'essayer de sortir aussi de cette logique d'exploitation. Enfin, moi, j'ai entendu aussi d'autres professionnels qui bossent depuis longtemps en disant nous on a la génération qui ont été exploités ou on s'est exploité et aujourd'hui c'est les jeunes qui nous disent oh là 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 mollo. Sur ce point, bon, je pense qu'ils sont encore exploités, hein. Bon voilà, je fais une généralité, mais à mon avis il y a quand même des mécanismes qui sont toujours en place, d'ailleurs parce que quand on rejoint une maison, il y a déjà des gens qui sont dans cette maison et qui ont plus d'expérience et qui sont là depuis plus longtemps. Enfin, on travaille de façon intergénérationnelle souvent. Donc, il y a des choses qui ne sont pas si faciles à faire bouger sur le rythme du travail. Par exemple, moi, j'ai été repérée pour être DA en maison de disque pour la première fois en 2019. Spoiler alerte, mon contrat a duré 1 mois. Après, on m'a dit que j'étais trop indépendante et que j'avais trop confiance en moi pour mon âge. Donc je trouve que c'est intéressant parce que, par exemple, une des conversations que j'avais eues avec mon patron à l'époque, plus âgé, qui avait une carrière dans la musique depuis le siècle dernier, c'était que lui me demandait, par exemple, de répondre à des mails avant mon heure d'arrivée au bureau. Bon, moi, il se trouve que je préfère répondre à mes mails sur mon ordinateur. Donc, à 9h42, quand on me demande de répondre à un mail, moi, à l'époque, qui démarrait dans cette profession et qui avait déjà une petite idée,
du caractère vicieux de ce milieu et qui avait déjà l'intuition qu'il fallait que je me protège. Je me rappelle très bien de cette journée, j'avais refusé. Et donc, ça m'a valu un commentaire qui était « T'es intelligente, mais t'es pas très rapide ». Donc, en fait, moi, je trouve que c'est intéressant comment on joue avec le sentiment d'urgence dans ce milieu parce qu'il y a un peu un truc de vie ou de mort parfois. Qui, à mon avis, n'est pas très justifié. Alors, c'est très intéressant, je trouve, l'exemple du vendredi soir, mais c'est encore autre chose. Mais parfois, quand c'est juste pour envoyer un mail à un DA d'une autre maison de disques, la question se pose. Mais je dis ça juste pour souligner le fait que moi, cette friction générationnelle, elle était déjà là. Et donc, là, je parle de ça, c'était 2019. Et je pense pas que ce soit résolu, parce que c'est normal, on travaille, encore une fois, de façon intergénérationnelle, donc la question va continuer de se poser. Vas-y. Non, mais en fait, ça me fait revenir sur la notion de chance. C'est parce qu'en fait, on nous dit qu'on a de la chance d'être là. On a de la chance, c'est pas tout le monde, tu réalises ton rêve, tu as un métier passion. Donc c'est en ça que je parlais de la notion de chance. C'est pour ça que moi, les 10 années où j'étais en major, j'ai tout donné. Tout donné de ma vie. Et je veux dire une chose, ce qui est très dur pour un artiste, c'est de se plaindre. Parce qu'en fait, sur le papier, il est là où tout le monde voudrait qu'on soit. Et en fait, tu n'as pas le droit de te plaindre. Moi, j'ai ces conversations avec mes artistes, je dis, mais comment tu fais? Parce que le mal-être de mes artistes, il existe. La réalité, c'est quand tu es numéro 1 du top et que tu n'es pas heureux, c'est compliqué d'aller dire à tout le monde, je suis malheureux. Parce que les gens te disent, mais attends, tu es numéro 1, tu as la vie de rêve, c'est le carton assuré. Mais des fois, il y a des parcours, et on a eu un exemple concret, c'est Diams, personne n'a compris à l'époque, elle était malheureuse. Mais parce qu'on est des toiles de projection des fantasmes des gens, c'est tout. Parce qu'on fait des métiers de fantasmes. Quand on parle de Lola Young, sur le papier, elle a tout. Et pourtant, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est elle? C'est une interaction permanente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que nous, le matin, on se lève, on se dit, ah, on va leur mettre la misère. Nous, tu vois, c'est vraiment ça. C'est que, et en plus, souvent, on oublie. Moi, ce que je déteste actuellement, c'est les artistes qui ont tendance à désigner tout d'un bloc, mettre tout le monde dans le même panier, alors qu'ils ont des équipes qui travaillent avec eux, des gens de la même génération. Par contre, j'enlève pas le fait que tu as raison. Ce que tu as vécu, c'est un vrai problème, parce qu'il y a aussi ce truc du genre aussi. On va pas se mentir. Hein. Les filles sont sous-représentées dans ce secteur. On a toujours dit, là actuellement, c'est beaucoup de chanteuses et tout ça. Sauf qu'en France, on le voit, les gens qui sont derrière ces chanteuses, c'est souvent des mecs. Concrètement, c'est pas une dynamique qui crée. C'est souvent la chanteuse, mais tout le reste, c'est le producteur, le créateur, c'est un beatmaker. Il y a une question qui se pose en permanence. Donc là-dessus, est-ce que c'est à nous de résoudre le problème? Non, c'est des initiatives comme Daniel qui met en place une certaine forme de diversité et qui fait très attention à ça, bien en amont, et qui travaille la main dans la main avec les maisons de disques justement pour faire en sorte que les choses bougent. Moi, tu me demandes, par exemple, quand je suis arrivé, on était peut-être 2 Arabes dans le secteur. Mais tu sais que c'est pourquoi ça a changé ce secteur? L'artiste a fait changer le secteur. Les maisons de disques, elles s'adaptent aux artistes. Quand elles embauchent des personnes, c'est pour pouvoir attraper des artistes. Moi, quand on m'a embauché, c'est pour pouvoir, de départ, gérer des gens de milieux urbains et de banlieue, en fait, concrètement. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que je savais faire de la variété, que j'adorais ça, parce que j'ai grandi en France, que j'ai grandi avec les codes de la variété française. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et la complexité de notre époque sur la Gen Z, c'est vraiment ça pour moi. Et je pense qu'elle a raison sur toute la ligne. Sauf que le monde n'avance pas aussi vite qu'il le voudrait. Et juste un micro-truc. Et en fait, ce que tu dis, pour moi, c'est lié. Pour moi, c'est important de garder en tête qu'on a des problèmes de système. Et donc, les réponses, elles sont aussi à toutes les échelles du système. Non, moi, je voulais dire un truc à Lola. Et effectivement, ce que tu as vécu, c'est pas normal. Et nous, on travaille beaucoup avec les étudiants, avec les coachs qui encadrent les étudiants, avec les entreprises, en leur disant il y a des limites. Il y a le droit du travail, déjà. Il ne faut pas oublier qu'il y a le droit du travail et que travailler un samedi et un dimanche, c'est pas normal. Il peut y avoir des exceptions, effectivement, quand on est en concert le samedi soir, etc. Mais il y a des récup, il y a du droit du travail, il y a des sociétés qui l'appliquent, il y a des sociétés qui ne l'appliquent pas, il y a des managers qui l'appliquent, d'autres qui donc il y a plein de cas différents. Mais voilà, on essaie d'expliquer et on est un tiers de confiance entre les entreprises et certaines générations X, millennials, et la Gen Z en essayant que tout le monde se comprenne et soit un peu réaliste. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train en fait, de remettre en question la notion même d'industrie. Parce qu'en fait, derrière l'industrie, il y a quoi? Il n'y a que des humains. Et en fait, c'est comme si nos générations, quand on a commencé, l'industrie était tellement forte
parce que ça marchait, voilà, et qu'il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir, que les humains se mettaient au service de l'industrie. L'industrie s'effondre, qu'est-ce qui reste ? Il reste les humains. Et les humains, de quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin que ce soit organique, ils ont besoin d'être respectés, ils ont besoin que ça bouge, ils ont besoin de se faire entendre. Et en fait, la Gen Z aujourd'hui, c'est ça. C'est eux, ils vont, alléluia, j'espère pour eux, enfin voilà, récolter le fruit de cet effondrement. Parce que nous, on a vécu l'effondrement, ça a été difficile, il a fallu se réformer et tout. Mais en même temps, c'est aussi une chance, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut recréer des nouveaux formats, et c'est hyper excitant. La Gen Z aujourd'hui, moi j'ai envie de leur dire, mais les gars, sautez sur... C'est très dur, effectivement, il y a de la précarité, tout le monde n'a pas les mêmes chances, mais sautez sur cette opportunité de reconstruction beaucoup plus organique que ce que nous, on a vécu. Parce que c'est vous, effectivement, comme tu l'as dit, Karim, aujourd'hui, qui avez les clés en main. C'est vous qu'on va chercher sur TikTok, c'est vous qu'on va... Nous, à l'époque, il fallait quémander des contrats de maisons de disques. Les maisons de disques ne venaient pas nous chercher. Aujourd'hui, ils vont les chercher sur TikTok. Donc il y a aussi ça, cet inversement de paradigme qui est super intéressant. Il ne faut pas tout voir en noir, quoi. Et c'est cette génération qui va changer les choses. Justement, il y a quand même un phénomène en ce moment que je trouve assez incroyable, c'est les manifestations des Gen Z, les Gen Z protests. Juste Népal, Madagascar, Bangladesh, Gaza, Pérou, le Maroc, il y a quand même un soulèvement social en fait qui s'autonome Gen Z, les manifestantes Gen Z. Il y a une phrase aussi que j'ai entendue qui m'a beaucoup marquée aussi, d'une pro, pareil, active depuis 15-20 ans dans le secteur, qui me dit vous êtes une génération qui adresse les tabous qu'on n'a pas voulu voir. En lien avec justement la santé au travail, mais surtout l'éthique et les valeurs. Est-ce que vous avez pu défendre vos valeurs dans vos métiers respectifs, sachant que la plupart d'entre vous sont du coup indés ou ont monté vos propres structures, et à quel prix en fait vous avez défendu vos valeurs? Vas-y. Moi, en tant que DA, j'ai joué avec le système dès que je suis arrivé, en fait, concrètement. Mes faits d'armes, c'est d'avoir signé du R&B à l'époque où on disait les musiques arabes, ça marcherait pas. Donc j'ai niqué le game, encore une fois. Quand j'ai signé la Tectonique, on m'a pris pour un bolos pendant des années parce que c'était de la musique électronique qui venait de banlieue avec des gamins qui venaient du métropolis. J'ai niqué le game, on a mis tout le monde d'accord. Et à l'international, ça a cartonné. Mon métier n'est fait que de ça. Quand j'avais les Magic System avec moi, je faisais danser toute la France avec 4 blacks qui ne pouvaient pas passer en télé parce que 4 noirs en télé, ça passait pas. La limite, c'était Beyoncé à l'époque. Mais pourtant, c'était un des groupes les plus écoutés en France, qui est encore maintenant écouté. Donc on a plein de moyens. Comme je vous disais, n'oubliez pas une chose, les maisons de disques s'adaptent à leur époque. Concrètement, et c'est ça la force de la Gen Z actuellement, c'est qu'effectivement, tu as raison, toi, tu as été une des premières, donc tu as été une victime de ce qui est en train de se passer, sauf que maintenant, ils se sont rendus compte que si vous voulez travailler avec les jeunes artistes d'aujourd'hui, il fallait qu'ils revoient toute leur feuille de route et qu'ils réfléchissent autrement pour proposer des choses qui plaisent aux artistes, en fait. Et ces artistes, c'est la Gen Z. Donc c'est vraiment tout ça. La complexité que moi j'ai vue, je l'ai vécue en entreprise, c'est qu'il y a eu un moment de passation qui était un peu compliqué, où les maisons de disques se sont retrouvées dans la surcommunication LGBTQ+, les femmes, non. Sauf qu'elles mettaient de côté toutes les femmes d'un certain âge. Donc c'était, si t'es noir, c'est mieux qu'on te présente toi et qu'on te mette sur les réseaux sociaux, parce que l'arrivée des réseaux sociaux a joué. Donc je l'ai vécu, je l'ai très mal vécu en tant que... On va pas se mentir, je suis homosexuel et rebeu, donc et qui fait du rap, donc vous voyez, j'ai tout pour moi, et qui fait de l'électro, qui fait de tout. Et j'ai très mal vécu l'arrivée de ce genre dans les entreprises, parce qu'en fait, j'ai vu un autre système qui arrivait, c'était... ils se sont rendus compte que la population avait changé, donc ils étaient dans la surcommunication, sauf que ces fameux jeunes, ils ont vite compris que c'était de la communication, que c'était que du fake, donc ça a repositionné l'ensemble du secteur, et que la réalité, c'est que pour l'instant, c'est pas résolu, mais ça avance doucement. Et le problème qu'on a, c'est qu'on raisonne que par rapport à certains paradigmes. C'est juste qu'avant, on nous rentrait dans la norme. C'est-à-dire que j'étais rebeu, mais c'était pas le sujet en fait. Moi, je rentrais dans une case, une problématique, et voilà. Maintenant, on doit faire avec des diversités. Mais des diversités d'artistes, des diversités de création, des diversités... Comme je vous disais, on ne fait pas du rap comme on fait de la musique électronique. Ça ne s'écoute pas de la même manière. Les formats ont changé. Tout a changé en fait. Et par exemple, des exemples très concrets, maintenant il y a de plus en plus d'artistes trans qui font de la musique, qui sont des stars mondiales. Avant c'était impensable, ou sinon c'était d'une kitscherie incroyable. C'était l'époque où on faisait Extravaganza avec Drag Queen qui faisait danser dans les campings en fait.
Donc c'était la caricature et ça faisait rigoler tout le monde. Mais maintenant, non, ça ne fait pas rigoler tout le monde. Je suis une star et j'existe. Mais on en revient à une chose, comme je vous disais, nous, en tant que personnes professionnelles du milieu du secteur, on s'adapte. C'est pas nous qui faisons bouger les choses, c'est les artistes. Ouais, mais je crois que ça a beaucoup évolué depuis mon époque à moi, parce que moi, en fait, c'était impossible d'évoluer. Et c'est pour ça que je suis partie. Parce que, en fait, ça marchait pas. À chaque album, j'avais des influences différentes. J'avais envie de bouger. Moi, mes valeurs fondamentales, c'est la liberté artistique, c'est l'exploration. J'ai jamais voulu faire 2 fois le même disque. J'avais fait un premier album teen rock qui avait super bien marché. Il fallait que je fasse un deuxième album teen rock. Bah non, j'ai pas voulu. Je suis allée ailleurs. Et puis le troisième album, il était encore plus loin. Et du coup, ça marchait pas. Parce que effectivement, comme tu disais au départ, moi, je m'adresse à des radios, je m'adresse à des télés, je m'adresse à un public. Il faut que tu rentres dans des cases. Et moi, les effondrements, ils sont venus à cause de ça. Le manque d'épanouissement, il est venu à cause de ça, parce que je n'avais pas la liberté de m'exprimer artistiquement. Et c'est pour ça que j'ai dit fuck et que j'ai créé mes structures de production. Et je suis ravie de t'entendre dire qu'aujourd'hui, ça a bougé. Moi, j'ai réussi à être en phase avec mes valeurs, puisque je suis indépendant. Donc voilà, donc, je suis le plus riche du village, parce que j'ai la liberté totale. Donc EMIC appartient à aucun groupe, aucune banque, etc. Donc on refuse de faire des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et pour l'école, on a défini 5 valeurs qui définissent un peu notre façon de voir les choses, aussi notre relation avec les étudiants, les sélections, notre relation avec les entreprises, avec tous les partenaires qui sont la passion, la singularité. Chez nous, singularité, ça veut dire diversité, l'humilité, parce que c'est important, l'engagement et puis la réciprocité. Voilà. Et on passe au crible de tout ce qu'on fait, de ces 5 valeurs. Si ça ne correspond pas, on ne le fait pas. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Karim. Je pense qu'il y a beaucoup de discours qui ont émergé dans les dernières années, mais le discours est... Enfin, je suis mal placée pour dire ça, mais le discours ne fait pas tout. On peut aborder certains sujets dans les médias, dans des conférences. C'est pas pour autant que les structures de la musique sont bien outillées pour derrière mettre en route de nouvelles politiques et de nouvelles dynamiques en interne, sur tous les sujets liés à l'éthique de manière générale. Et je trouve que je ne sais pas si tout le monde se rend compte à quel point c'est visible à l'œil nu au quotidien, dans le quotidien des artistes. Pour revenir sur un exemple qui a été donné tout à l'heure, j'ai décidé de faire toutes les anecdotes aujourd'hui, je prends le rôle. J'ai le souvenir d'un rendez-vous en maison de disques récent, il y a 2 ans je pense, très grosse maison de disques indépendante française, avec une rappeuse, et on nous parle de Diams. Enfin, je veux dire, ça c'est une blague qu'on fait souvent entre nous, c'est si t'es rappeuse, on va te comparer à Diams, mais en fait, on te compare à Diams, patron de la maison de disques, 5 minutes de pitch sur Diams. Oui, mais tu feras jamais mieux, ce sera jamais pareil, je sais pas quoi. La musique qu'on proposait à l'époque n'avait rien à voir avec la musique de Diams. Et par ailleurs, et ça je trouve que c'est aussi un champ de réflexion par rapport à la Gen Z qui peut être intéressant, c'est toute la question des nouveaux supports. Et donc, dans ce même rendez-vous, nous avons eu droit collectivement à un cours sur TikTok par ce patron de maison de disques qui, à mon avis, a plus de 60 ans. Ne faisons pas d'agisme, il était très probable qu'il maîtrisait très bien son sujet. Néanmoins, ça n'avait rien à faire là et ça illustrait très bien toutes les dynamiques en jeu. Moi, j'ai déjà fait cette mission en label de devoir expliquer ce que c'est que TikTok aux artistes. Donc ça aussi, c'est circa 2019, notamment à des jeunes rappeurs qui refusaient d'aller sur TikTok, bien qu'étant Gen Z, mais parce qu'à ce moment-là, c'était l'arrivée en France de la plateforme et tout le monde pensait qu'il allait falloir faire des chorés. Donc les rappeurs, ils étaient en PLS. Et des recettes de cuisine, des fois. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où on me disait, mon équipe marketing disait, on va le faire faire de la cuisine. Je fais, mais c'est un artiste. Voilà, mais donc ça, c'était aussi le nœud de ces conversations-là en coulisses et qui montraient bien que d'un côté, nous, en tant que millénials ou Gen Z, on n'était pas forcément considérés pour cette aisance, en fait, avec les nouvelles plateformes ou autres nouveautés, on va dire. Et d'autre part, il y a une tentative de se familiariser avec des nouveaux éléments, mais qui est toujours aussi, ovnifié
Enfin, je fais un néologisme, mais et donc ça crée, pour revenir à l'éthique, ça crée des tensions qui ne sont pas résolues par toutes ces discussions qu'on peut avoir. Voilà. Bon, là, je prends l'exemple de TikTok. Ça peut être une discussion éthique, mais ça peut revêtir d'autres sujets. Mais en tout cas, sur la question de l'éthique, on en parle. Mais il y a surtout du washing de la part des grosses structures, de la part de l'industrie collectivement. Il y a moins d'outils en place concrets et qui pourraient aussi concerner d'ailleurs les questions d'agisme que je viens de citer. Par rapport à Diams, justement, il y a Benjamin Veil qui a écrit un super livre qui s'appelle « À qui profite le sale ?» sur le sexisme, le racisme et le classisme dans le rap. Et elle parle justement de l'expérience de Diams comme avoir vécu le syndrome de la Schtroumpfette à son époque. Donc le fait qu'il y ait une seule femme qui représente l'entièreté de son genre. Avant de prendre des questions du public, je voulais poser une dernière question. Je me permettrais, c'est qu'à l'époque, c'est pas vrai du tout. Il y avait plusieurs, mais tout à fait, le réflexe, c'est ce qu'elle démontre. Oui, oui. Elle était complètement hors norme, c'est-à-dire qu'elle ne correspondait pas au code des filles qu'on avait signé à l'époque, parce que les filles, les référents qu'on avait, c'était les référents américains. Donc on avait pris des filles extrêmement sexuées. C'est-à-dire qu'on leur demandait d'être jolies avant d'être une rappeuse. Et Diams ne rentrait pas du tout dans ces codes. Et c'est elle qui a gagné au final, d'une certaine manière. J'aime pas dire gagner, parce que ça montre qu'il y a une certaine rivalité. Mais au final, c'est elle qui parlait le plus au public, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. À quand une conférence sur Diams, quand vous voulez. Du coup, un truc. Vas-y. Non, mais avant qu'on prenne les questions du public. Non, mais j'ai une dernière question pour vous, justement, si ça te va. C'est surtout pour vous trois. Quel conseil, un ou deux conseils, vous donneriez aux gens de votre génération pour bien accueillir les Gen Z et les nouvelles générations à venir dans l'industrie? C'est ce que j'allais dire en fait. C'est un conseil que je vais donner aux entreprises avec qui on discute toute l'année, donc il y en a plus de 100, et les managers qui ont à peu près mon âge, donc Gen X, de vraiment considérer les attentes de cette génération, que l'enjeu c'est de faire vraiment travailler la Gen X avec la Gen Z et la transmission des savoirs, de faire du mentor reversing, c'est-à-dire que la Gen Z est là aussi en entreprise pour apprendre aux Gen X des choses, et il faut les écouter, sinon ils vont partir dans d'autres secteurs, on va perdre des talents, et je finis par un chiffre, c'est ça que je voulais dire. Dans notre petite étude, 31% des sondés déclarent que les managers, les entreprises ne comprennent pas les attentes de la Gen Z, donc c'est énorme. Voilà, donc je engage toutes les entreprises à vraiment écouter les attentes de cette génération. Moi, en tant qu'artiste, je dirais travaille ta singularité, reste toi-même, garde ton feu, celui qui t'active, qui t'anime, ce pourquoi tu t'es levé pour chanter, pour écrire. Donc ta singularité, et en tant que productrice, crée tes structures pour être propriétaire de tes œuvres parce que c'est ton patrimoine. Donc ça, c'est à destination de la Gen Z, mais à destination de ta génération. Ah pardon, justement. de ma génération. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre Exactement pareil. C'est-à-dire que c'est un cheminement et qu'on va tous vers ça, en fait. Voilà. Merci. Moi, je dirais juste arrêter de les prendre pour une cible, en fait, parce que généralement, le raccourci, c'est de dire les jeunes. Et en fait, c'est l'erreur, et que je pense que la Gen Z, il faut l'imposer de manière individuelle et collective. Et ça demande du temps, donc c'est prendre le temps de les écouter, aussi bien individuellement que collectivement. Voilà. Lola, est-ce que toi, tu as un conseil pour les générations, la nôtre ou celle d'au-dessus? Pour les darons, tu veux dire? J'ai pas réfléchi à ça, mais je pense que c'est un peu en miroir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute qui se fait pas encore. Je vais finir sur une autre anecdote, tiens. Autre patron de maison de disques qui, des hommes, a priori. Bien sûr, homme blanc, CSP+, qui à la tête d'un gros label français aussi indépendant, qui m'a confié qu'il n'avait jamais écouté Booba. Donc quand on parle d'écoute, on travaille dans la musique. Moi, j'ai trouvé ça alarmant. Ça veut dire que
En fait, c'est un peu qui prétend connaître la musique aujourd'hui sans avoir écouté Booba. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc de comment tu peux comprendre ma génération si tu n'écoutes même pas la musique qu'on fait. Et on travaille ensemble, on doit signer des artistes, on doit parler la même langue pour comprendre la musique de ces personnes-là. Donc l'écoute, on se parle de pratique artistique, l'écoute aussi de ce que proposent les artistes de notre génération sans les objectifier, les ranger dans des cases tout de suite. Ah, ça va faire vendre. Non. Écoutez vraiment peut-être la musique de ma génération et de celle qui arrive. Ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas que tu oublies une chose. Le rôle du patron, c'est pas forcément ça. C'est de savoir s'entourer de personnes qui sont capables de lui traduire et de lui amener la nouvelle génération. Parce que le patron a d'autres problématiques. C'est-à-dire que lui, son souci, c'est pas la Gen Z. Son souci, c'est un business concrètement. Et en fait, comme je te disais, c'est que nous, si on est rentré à un moment dans ce secteur, c'est que je correspondais à une génération, je correspondais à une époque. Et qu'en fait, c'est ça notre rôle. C'est-à-dire que c'est pas tout le corps de métier qui va ou peut changer. C'est que vous voyez très bien, c'est que là on le voit clairement, c'est que par exemple il y a un truc qui est très intéressant, c'est que vous imaginez tous, alors j'aime beaucoup Believe, mais Billy, Spotify, tout le monde a idéalisé ces plateformes et tout ça, et maintenant tout le monde se rend compte qu'en fait c'est juste des boîtes de tech qu'on n'a rien à foutre de la musique et des artistes qui en gros ont juste trouvé un business parmi tant d'autres et qui ont dit bah, on va faire avec la musique un business en fait. Mais vous allez tous les voir, c'est pas des fans de musique en fait. Et là, actuellement, on est dépendants, nous, créateurs de musique et maisons de disques, maisons d'artistes. Maintenant, on a changé aussi notre discours. On n'est plus des maisons de disques, on est des maisons d'artistes, concrètement. Ce qui a changé beaucoup de choses par rapport à ton époque, où l'artiste était mis au format et au pas. Et donc là, on est plus au service des artistes. Mais nous, on est confrontés dans notre secteur, maintenant, à des boîtes de tech. C'est ça mon point. C'est que ces fameux jeunes passionnés dont toi, tu t'occupes, ben, ils ont envie de parler de musique aussi. Et que ce soit ça qui nous lie. Et peut-être pas autre chose. Pour conclure, je pense qu'on peut vraiment regarder comme perspective aussi du coup de créer des espaces de discussion pour déjà rencontrer les autres personnes, mais pour ça aussi, pour qu'on se rencontre dans des bonnes conditions, il faut aussi s'éduquer soi-même sur ses propres biais, sur notre parcours et sur qu'est-ce qu'on pense comme normal, se renseigner sur ses droits, comme tu disais, en fait ça reste des métiers, donc comment est-ce qu'on arrive à faire valoir ses droits tout en respectant en fait les rythmes, mais aussi à créer des nouveaux espaces de travail, des nouveaux espaces de discussion, comme celui-ci où on parle de génération. Merci à vous pour tout ce que vous avez partagé. On va ouvrir la discussion au public. On va prendre des questions du public maintenant. Donc si vous avez des questions pour les panélistes, c'est le moment. Ne vous bousculez pas. C'est toujours difficile d'être la première personne, mais une interrogation, ou est-ce qu'il y a quelqu'un de la Gen Z, par exemple, qui veut partager? Ouais. Merci. Voilà. Bonjour tout le monde, merci. C'est super rassurant de vous entendre. Moi, je suis manager et je suis en fait à Montréal, au Canada. Puis tu parlais, Karim, tout à l'heure de bienveillance. Et c'est ça qui m'a sauvée. Moi, je suis française et je suis là-bas depuis 11 ans. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, je souhaite que ces discussions-là en fait, deviennent en fait, des sujets principaux et qu'on puisse évoluer en effet dans une industrie de la musique où il y a de la douceur, et autant pour l'artiste que pour les équipes en fait. Donc, et puis pour revenir sur le côté travail, vie perso, oui, passion, on peut dépasser des heures, il n'y a pas de problème, mais on doit pouvoir les récupérer en fait et se sentir dans le respect. Et dès lors qu'on est dans un rapport de respect, je pense qu'on est capable de déplacer des montagnes. Voilà, je voulais juste vous dire merci, c'est inspirant. Merci à toi. D'autres réactions, commentaires, même les personnes qui sont là. Juste pour rebondir sur le respect, parce qu'on dit qu'il faut respecter les artistes, il faut respecter les acteurs du secteur, mais je crois qu'aussi ça passe par nous respecter nous-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, moi, c'est ça qui a tout changé. C'est à partir du moment où j'ai respecté mes rythmes, où j'ai respecté mes valeurs, où j'ai en fait, tout s'est agencé et l'écosystème a changé et est devenu respectueux, en fait. Et pour nos étudiants, quand ils nous questionnent sur un premier job, ce qui est important, c'est effectivement le respect. C'est-à-dire, est-ce que le job qu'on te propose, on va te respecter ?
Est-ce qu'on va te reconnaître comme un élément important de la structure? Est-ce que ton travail va être intéressant? Si on répond oui à ces 3 questions, alors là, on peut envisager une discussion. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit, c'est super. Moi, on a peu parlé de fatalité, enfin, je veux dire, on n'a pas essayé de bien de la définir, donc est-ce que, voilà, c'était une question. Et la deuxième chose, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de métier passion, et moi, je suis conscient qu'il faut absolument bouger nos pensées, parce que c'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on est corvéable à merci. Donc il faut absolument que tout ce qu'on dit là, ça remonte en haut au niveau de la législation, et que quand on travaille le samedi soir, le dimanche matin et toute la semaine, non, c'est pas normal. C'est pas parce qu'on est dans la musique que c'est cool qu'on va travailler 70 heures. C'est pas normal. Et or, ça paraît normal. On dit ouais, mais toi, t'as vu, t'as de la chance. Ouais, mais enfin, ça me coûte cher quand même cette chance. Voilà. C'était juste le petit coup de gueule que comment on fait pour que ça remonte là-haut en législation et que ça soit pas possible en fait. Voilà, que ça soit intégré quoi. Voilà. J'aimerais juste revenir sur la question de la fatalité. Moi, quand j'ai vu ce titre de conférence, j'ai tout de suite pensé à ces textes que j'ai lus sur la façon qu'a la publicité et le marketing depuis des dizaines d'années maintenant de cibler la jeunesse comme la cible de consommatrice la plus à même de faire gagner de l'argent aux marques. Donc, je pense que il y a une façon de... Comment dire il y a une insistance de l'industrie de la musique sur ces profils-là qui, à cet endroit-là, est questionnable parce que ça crée de l'agisme, parce que ça donne l'impression aux artistes que passé 30, 35 ans, 40 ans, Yael ne pourrait plus faire carrière, ne pourrait plus même démarrer de carrière. Et ça, moi, je l'ai vu dans mes entretiens avec les artistes et surtout avec les femmes, évidemment. C'est un énorme problème, je pense. Par ailleurs, ce qui est beau avec le succès de la Gen Z et comment elle se crée son propre succès avec les plateformes, c'est que par le public, l'industrie qui pourrait être réfractaire à certaines innovations musicales est obligée de suivre les nouvelles créations, puisque c'est là que le public se trouve et c'est là que le public va acheter des places de concert, va acheter des vinyles, va acheter du merch. Moi, je m'étais fait une réflexion, c'est qu'en fait, le jeunisme, pour moi, il traduit que d'une chose, mais qui est partout, c'est-à-dire la peur de l'extinction, la peur de vieillir, la peur de l'extinction, quoi, tout simplement. Et comme en plus, on est dans une industrie qui a énormément été bouleversée, qui a eu peur de s'éteindre, eh ben, le réflexe primitif, ça a été de se jeter sur la nouveauté et sur les jeunes et sur cette fraîcheur dont je parlais. Mais du coup, je trouve que ça... et comme tu dis, ça donne des opportunités quand même aussi, et c'est génial parce que ça fait éclore des nouveaux courants. Mais encore faut-il être capable, après, une fois éclos, de les accompagner sur le long terme. Et moi, je trouve que c'est ça qui pêche encore, parce que on voit beaucoup de jeunes qui se font récupérer, qu'on porte comme ça sur le devant de la scène, et puis s'ils font pas leurs preuves au bout d'un album, et en fait on n'en entend plus jamais parler, et c'est terrible pour eux aussi. Et par rapport à la question de faire remonter, comme vous disiez, ces discussions-là, moi je m'interroge vraiment dans un modèle, dans un système, enfin même dans un milieu politique qui considère qu'on est, comment dire, on l'a vu. Saltimbanque. Oui, non, mais pas que saltimbanque, on l'a vu pendant la période du Covid. Non essentiel. Non essentiel, voilà, exactement. Nous sommes non essentiels, donc peut-être que ça explique aussi pourquoi on nous dit qu'on a bien de la chance de faire ce qu'on fait. Mais je pense que, il y a aussi comme tu parlais tout à l'heure, niveau chiffres, moi j'ai vu aussi des études en ce moment qui sont en train d'être faites sur la Gen Z, donc des grandes boîtes de recrutement, et qui te font des études et qui t'expliquent par A plus B que les gens de la Gen Z s'en vont
parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. C'est littéralement des raccourcis qui sont écrits, tu vois. Et donc sans jamais se poser la question de pourquoi. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a plus de données sur la santé mentale? C'est parce qu'on en parle et du coup les gens se font diagnostiquer. Et donc en fait, il y a une augmentation de ça. Et en fait, comme tu disais, les plus jeunes générations ne veulent plus rester dans des mauvaises conditions de travail, mais on va dire qu'ils ne sont pas fiables, qu'ils ne veulent pas s'impliquer, tout ça. Donc je pense que la notion de fatalité, elle est assez ambivalente entre on n'arrive pas à comprendre les jeunes et en même temps on ne crée pas de dialogue, on leur pose pas la question de pourquoi est-ce que en fait il y a des différences. Je peux me permettre? T'en prie. Le problème, c'est qu'on parle de la Gen Z que c'était un bloc, mais la réalité, c'est qu'on va prendre un exemple d'une artiste qui cartonne tout en ce moment, c'est Théodora. Elle se prend des scuds de sa génération, des gens de sa génération, dans tous les sens. Donc quand on me dit la Gen Z, j'ai envie de dire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai aussi vu des jeunes artistes qui étaient odieux, monstrueux avec leurs équipes, et que soi-disant ils incarnaient alors devant l'écran c'était j'ai une nouvelle génération, je suis grosse, noire, plein de pouvoir, et qui en fait quand tu grattais un peu, tu te rendais compte qu'elle parlait mal à ses équipes, qu'elle les traitait comme de la merde. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que avant c'était tellement plus facile de désigner l'ennemi, c'était l'homme blanc d'un certain âge. Maintenant on s'est rendu compte que même dans la Gen Z il y avait aussi des travers, et c'est ça qui est compliqué, c'est que moi je pense que Gen Z c'est plus un concept marketing qu'une réelle existence. Comme je vous disais, la Gen Z elle est une et multiple, elle existe, il faut qu'elle prenne le temps de s'écouter, il faut qu'elle prenne le temps d'écouter aussi les adultes, pas des adultes, c'est mal dit, excusez-moi, mais ça c'est péjoratif, veuillez m'excuser déjà de ce mot à côté, mais l'ancienne génération qui elle-même a du mal aussi à comprendre et qui reste sur ses positions et qui veut pas bouger. Mais ce qui est génial, c'est aussi ça, c'est que ça va tellement vite, et comme tu disais, on a très peu d'espace de communication, de dialogue, que ce qu'on pensait être un espace de dialogue qui sont les plateformes et autres, c'est devenu un endroit où on peut même plus discuter. Et voilà, je vous donne l'exemple de Théodora, c'est qu'encore maintenant, il y a des gens qui disent « ouais, mais c'est le bouillon, non. » Juste, elle change les choses, quoi. Elle existe, elle est en train de faire bouger des choses. A priori, elle le fait avec la bienveillance et tout le monde qui l'ont approché dit cette fille extraordinaire. Laissez-la avancer. Et en plus, elle a ouvert très rapidement Juliette Armanet sur son album, ce genre de choses. Il n'y a pas de sujet. Mais il y a encore des gens pour juger. Donc voilà, moi, mon seul bémol que j'ai actuellement en tant que directeur artistique, c'est que je vois beaucoup d'artistes qui se positionnent sur les réseaux sociaux, mais je ne l'entends pas dans leur musique. Et ça, c'est un vrai problème. Moi qui suis directeur artistique, donc qui m'intéresse à la musique, dans les propos, dans la manière d'écrire, je ne l'entends pas. Ou quand ils le font, c'est d'une fadeur terrible. Et je me dis, si c'est pour communiquer sur les réseaux sociaux et renvoyer à ça dans ta propre musique, pourquoi ? Voilà. Mais j'enlève pas aussi le fait que ce qui est dur d'être artiste aujourd'hui, c'est qu'un artiste, on lui demande tellement de choses, on lui demande d'être à la fois de faire de la musique, d'être sur les réseaux sociaux. C'est tout ça réuni, et souvent maintenant ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on ne signe pas un artiste, on signe une équipe. Et généralement, derrière un artiste, il y a toujours une équipe. Et on en revient à cette culture de la bienveillance, ce genre de choses. Voilà. Une dernière réaction. Il y a une question par là. Ce sera la dernière et ce sera très rapide. Ça vous va ? Pardon, il y en avait deux, désolé. On parlera après, sans souci. Ouais. Ah, tu veux ? Mais attends. Ça fonctionne. Les 2 dernières minutes du panel. Terrible responsabilité. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. J'ai dû me retenir de vous applaudir à plusieurs moments. Mais on le fera dans quelques instants, je pense. Simplement, moi, je viens du coup du monde associatif avant d'arriver dans la musique. Et j'ai été très sensible à tout ce que vous avez dit. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des gens qui travaillent, donc qui sont protégés par le code du travail. Et surtout, au début, dans l'émergence, tu disais qu'on n'embauche pas on travaille pas avec un artiste, on travaille avec des équipes. Et dans ces équipes-là, il y a des bénévoles. Et je pense, et je dis ça pour tous les gens qui sont dans l'émergence, qu'ils soient artistes ou managers ou quoi, on est aussi entouré par des bénévoles. Il faut faire très très attention à eux et à elles parce que elles peuvent avoir tendance à s'oublier, à ne pas faire attention. Et il n'y a pas de code du travail, mais d'autant plus, il faut les choyer, d'autant plus que c'est un milieu où les gens ne mettent pas forcément la limite. Il y a cette attraction vers l'artiste, vers le côté musical, génial. Désolé, ce n'était pas une vraie question.
C'est hyper important et ça pose la question aussi de toutes les équipes des artistes indés, les managers, je salue le mien qui est dans la salle, qui effectivement ont tendance à s'oublier au profit du projet de l'artiste et qui sont beaucoup, déjà qu'on n'est pas beaucoup rémunérés, qui sont encore moins rémunérés que nous, etc. Et en fait, pour moi, ce qui est fondamental, c'est de garder cet esprit en fait, de collaboration. Effectivement, il n'y a plus de hiérarchisation dans des équipes comme les nôtres aujourd'hui, dans ces écosystèmes comme les nôtres. Il n'y a pas de hiérarchie, on est tous soudés, chacun a son positionnement, à sa place, parce que voilà, chacun sa force, chacun son rôle, sa fonction. Mais en fait, c'est ça qu'il faut effectivement arriver à reconnaître, c'est qu'on est un tout, on est un organisme vivant, et que si ça marche pour l'un, ça doit marcher pour l'autre. Et en fait, c'est cette reconnaissance et ce respect-là global qu'il faut avoir, c'est sûr. Tu as raison de le souligner. Ouais. Merci énormément à vous. Justement, pour créer plus d'espace de dialogue intergénérationnel, moi j'ai développé un atelier sur les questions de génération dans la musique, un atelier interactif et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, invitez-moi pour le donner là où vous êtes. Merci beaucoup à tous les intervenantes. Merci beaucoup à Émilie Gonod pour la confiance et pour avoir réuni autant de belles personnes pendant 3 jours au MAMA. Je tiens à avoir aussi une petite pensée pour les peuples en lutte, notamment la Palestine, le Soudan et le Congo. Donc on leur souhaite beaucoup de force aussi. Merci beaucoup au public et à votre écoute. Et puis bonne fin de MAMA à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'était juste un petit message pour remercier tout le monde parce que ce MAMA Invent est terminé. Bravo tout le monde. Merci beaucoup. Nos caps chez nous que des capots. À Dakar avec Vlad, chevaux sous les capots. Dans la ville depuis longtemps, REP capot.